Et j'invite maintenant Karine Saloff-Coste à me rejoindre sur l'estrade pour parler cette fois d'un cas, après cette présentation générale et historique, d'un cas pratique, en l'occurrence celle de la ville de Paris. Bien, alors tout d'abord, au nom de la ville de Paris, je voulais dire qu'on était aussi ravis de la constitution de cette université Gustave Eiffel, dont l'école des ingénieurs de la ville de Paris fait partie. Nous allons d'ailleurs délibérer très bientôt sur les nouveaux statuts et l'intégration à cette université qui officialisera tout ça. Et on se réjouit notamment d'avoir à travers cette université une commune qui, au fond, est spécialisée autour de toutes les questions de la ville et qui, comme on le voit, est un véritable enjeu puisque la majorité des habitants de cette planète, au fond, habitent dans des villes. Donc maintenant, j'ai la lourde tâche de passer après Monsieur Boucheron, donc je suis très impressionnée parce que je ne vais pas vous parler de Nietzsche et faire tout un tas de références, mais j'ai adoré cette présentation. Donc je vais essayer de vous donner plutôt le point de vue du praticien et au fond essayer de vous montrer comment la ville de Paris, elle essaye de se préparer à demain du mieux qu'elle peut. Donc je vais essayer de vous montrer un peu tous les outils qu'on a mis en place. Et qui sont sans doute insuffisants aujourd'hui pour résoudre, enfin en tout cas pour modifier profondément la façon dont on fonctionne et répondre aux enjeux qui s'adressent. Le sujet de mon intervention, donc j'espère que la définition des slides sera suffisante pour que ça reste joli. Alors, donc, mon intervention, c'est accroître l'attractivité parisienne dans un environnement incertain. J'aurais pu dire conserver notre qualité de vie pour les Parisiens. Et par ailleurs, j'aurais pu aussi dire dans un environnement sombre, parce que, comme vous le dites, je pense qu'on est loin de la rêverie suave quand on pense à notre avenir. Alors, aujourd'hui, la plupart des grandes métropoles sont soumises en effet à un certain nombre d'enjeux dont on a pu voir au cours des dernières années leur matérialisation sur le territoire de la ville de Paris. Donc on a vu un accroissement de la conscience, notamment des problèmes de pollution, notamment la pollution de l'air. Vous me direz, c'est pas nouveau, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a vraiment une conscience que cela est un véritable problème et qu'il faut s'y atteler parce qu'on a des problèmes, y compris de santé publique, et qui vont peser, y compris sur la qualité de vie et la dynamique de notre territoire. On a à faire face aussi à toutes les problématiques de changement climatique auxquelles on va devoir s'y atteler, c'est-à-dire qu'on prévoit des augmentations importantes de la température dans les villes à des échéances qui sont en réalité non pas dans des décennies, mais en fait demain. Et quand on voit le temps qu'il faut pour mettre en œuvre certaines décisions, eh bien, on peut se dire qu'il faut les prendre maintenant. Par ailleurs, également des phénomènes un peu paradoxaux d'une ville qui est à la fois riche et en même temps on observe les poches de pauvreté parfois les plus importantes par exemple du territoire. Évidemment, nous avons eu sur notre territoire récemment des événements, des attentats, donc la montée du risque terroriste, l'accueil massif de populations dans un monde où aujourd'hui on a des phénomènes évidemment migratoires qui se développent du fait des guerres, et enfin une crise de la participation, une crise démocratique qui fait que nous avons eu récemment, enfin nous avons eu le week-end dernier encore un exemple, mais très fréquemment des manifestations et avec des dommages importants pour la ville elle-même. Donc tous ces, vous voyez, aujourd'hui on est dans une question, on a tous ces nouveaux défis à essayer de résoudre, en tout cas d'arriver à les gérer du mieux qu'on peut. Du coup, qu'est-ce que nous avons fait ? On s'est dit, eh bien, tout simplement, on ne peut pas tout à fait fonctionner comme on l'a toujours fait. On est face à des défis majeurs. On a fait de l'ajustement jusqu'à présent et il faut un peu changer de paradigme, on va dire, et donc c'est vraiment de fonctionner différemment. Et donc on va dire qu'il y a 3 piliers. Un pilier sur la durabilité, donc c'est moins de déchets, mieux construire, enfin je ne vais pas refaire tout ce qui est très connu là-dessus. Tout le volet aussi participatif, c'est-à-dire qu'il y a le sentiment, comme vous l'avez dit, qu'on ne peut pas s'en sortir sans l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire.
Et enfin, évidemment, l'inclusion de tous, parce qu'on ne peut pas avoir un territoire de plus en plus inégalitaire pour fonctionner correctement. Donc les outils que la ville de Paris a mis en œuvre, donc il y a en gros trois, on peut les regrouper en trois grandes familles. Un accent très fort sur la participation, c'est-à-dire arrêter de fonctionner dans une méthode top-down et de plus en plus associer l'ensemble des acteurs de la ville pour avoir la réponse la plus adaptée, mais aussi pour les impliquer dans le fonctionnement de la ville. C'est-à-dire que, enfin, je vous donnerai des exemples. Deuxième volet, c'est consolider la capacité de notre territoire à rester innovant et à innover et donc à pouvoir créer les réponses qui nous permettront d'affronter notre futur, en nous appuyant évidemment sur notre passé et notre héritage. Et enfin, comment tout ça, on arrive à le démultiplier et à faire que ça ne reste pas à l'échelle de l'expérimentation, mais bien une transformation globale du fonctionnement de la ville. Alors, sur l'association des acteurs de la ville, on a procédé à des modifications quand même très importantes. Tout d'abord, au niveau du budget de la ville, désormais, il y a une partie du budget qui est entièrement décidée, on va dire, par les citoyens, puisque ce sont les citoyens ou les associations, ou d'ailleurs les corps intermédiaires qui peuvent aussi présenter leurs projets, qui présentent des projets qui sont ensuite soumis au vote de la population et qui permettent donc de décider d'à peu près 5% du budget d'investissement d'une mandature. Donc voilà, donc c'est pour vous donner une échelle. Mais il faut savoir que ça a vraiment, c'est un changement fondamental dans le fonctionnement de l'administration parisienne. Ça a généré une démultiplication d'ailleurs des projets. Il y a des choses qu'on a fait qu'on n'aurait peut-être pas faites, en tout cas qu'on n'aurait pas mis en priorité 1 peut-être. Notamment sur l'espace public. Donc en fait, ça a été très utile. Ça a été aussi utile pour transformer l'administration elle-même, qui du coup est obligée de se dire, en fait, c'est pas moi qui vais décider. Bref, vous avez compris, de ce qu'il faut faire, mais j'associe et je revérifie en fait que tout ça est bien conforme aux attentes sur le terrain des habitants. Donc ça, je dirais que c'est la partie en amont. Il y a la partie ensuite concrète donc du projet des 7 places qu'on a réaménagé et dans lequel il y a eu une très longue concertation qui fait d'ailleurs que on a pris pas mal de retard et qu'on est encore là à se dépêcher pour livrer nos 7 places. Mais en gros, ça a fait l'objet d'énormément de concertations, d'interventions de designers, d'architectes, de professeurs d'université. Enfin, il y a eu une vraie réflexion sur comment, au fond, on réalloue cet espace qui va être libéré, quel projet on lui donne, un peu dans la lignée de ce qui a été fait pour la place de la République, qui à ce titre est un très bel exemple, puisque c'était quand même un lieu qui était un rond-point avec un flux de voitures et qui aujourd'hui est réellement un espace à la fois de manifestation, donc voilà, mais aussi un espace de skate pour les jeunes, on a sans arrêt, on a de la danse le soir, enfin voilà. Donc une vraie, en tout cas on voit que d'avoir redonné de l'espace public aux habitants, cet espace public n'est pas du tout resté libre, ils s'en sont tout à fait saisis. Autre exemple, le hackathon d'Acmergitude qu'on a fait donc dans la foulée en fait des attentats du Bataclan et qui avait pour but en effet de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait au moment de cette crise, il y avait des choses qui n'avaient pas été optimisées et de voir comment, au fond, y compris, comment, au fond, une population qui est soumise à certaines attaques peut réagir plus ou moins bien. Et donc, l'idée, c'était de travailler, y compris sur un secteur qui, traditionnellement, est totalement régalien, la sécurité, avec l'ensemble de la population et également des entreprises qui travaillent sur ces questions. Donc l'idée, ce que je veux montrer à travers ce slide, c'est que désormais, à l'ensemble des étapes, on va dire, de l'action publique, on a développé des méthodes qui permettent d'associer le citoyen, ce qui est quand même très nouveau
dans le fonctionnement d'une administration. Donc les outils ensuite du fonctionnement d'une ville. Ensuite, deuxième volet, les outils qui nous permettent de rester un territoire innovant et en tout cas avec un souffle et en mutation. Tout d'abord, c'est la consolidation de ce qu'on appelle l'écosystème de l'innovation, ce qui nourrit l'innovation. Et donc, dans ces différentes briques, il y a évidemment d'abord l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, la ville de Paris, par exemple, s'est énormément battue pour conserver un nombre de mètres carrés alloués à l'enseignement supérieur et à la recherche constant dans Paris, alors qu'il y avait des stratégies de relocalisation de certaines implantations. On a soutenu la création aussi de centres de recherche d'excellence dans certaines thématiques absolument clés pour l'attractivité de la ville. Donc il y a l'idée qu'en tout cas, les chercheurs, les étudiants, l'enseignement supérieur, c'est vraiment le terreau de l'innovation. Bon, ça c'est la théorie classique des clusters. On n'a rien inventé, mais en tout cas, on essaye de le faire. Donc voilà, on a aussi développé une politique de soutien massif aux start-up et donc à la création d'entreprises innovantes. Je ne sais pas ce que je fais. Donc voilà, donc l'idée c'était d'une part de conserver les innovateurs sur notre territoire, rester à leur contact, conserver cette force de Paris qui est aussi un héritage, parce que Paris a été traditionnellement une ville où il s'est inventé beaucoup de choses qui irriguent toute la planète. Donc disons conserver cette richesse et ne pas faire de Paris une ville musée où on aurait des musées et des banques. Voilà. Deuxième chose, continuer un gros travail aussi sur la façon de gérer la ville, et c'est vrai que donc du coup ça fait référence aussi à l'administration parisienne, donc dans son fonctionnement. Donc un gros travail notamment sur les procédures de commande publique. C'est-à-dire évoluer, donc ça je pourrais le détailler si ça vous intéresse, mais si vous n'êtes pas spécialiste, je ne sais pas, donc évoluer vers des procédures de commande publique où il y a beaucoup plus de part à la discussion et de dialogue, ce qui permet du coup aux co-répondants, enfin aux futurs répondants, enfin aux répondants de nous proposer des solutions qu'on n'aurait pas toujours imaginées. Donc c'est l'idée que on ne sait pas toujours tout, on n'a pas toujours tout anticipé et que donc on n'est pas obligé de toujours acheter la même chose à l'infini. Donc je donne toujours cet exemple du gazon. Donc on achète du gazon naturel et du gazon synthétique pour les stades, mais il se trouve qu'il y a une nouvelle catégorie de gazon qui est un mélange des deux. Bon, si vous rédigez comme d'habitude vos procédures d'achat, celui qui a un mélange des deux, vous ne pouvez pas l'acheter. Voilà. Donc voilà. Donc il y a des procédures qui sont plus ouvertes et où du coup on peut malgré tout, si c'est la meilleure solution, la prendre. Donc voilà. Ensuite, on a aussi profondément modifié nos procédures d'urbanisme. En tout cas, on a utilisé des possibilités qui étaient très peu utilisées. Donc c'est toute la logique des appels à projets Réinventer Paris, où au lieu de vendre et de caler, je dirais à peu près le projet architectural complètement, on demande désormais aux acheteurs de répondre à un appel à projet avec de futurs utilisateurs. Ce qui permet notamment d'éviter d'avoir de l'immobilier en blanc, donc c'est-à-dire de l'immobilier standardisé, mais bien de l'immobilier associé à un projet et adapté aux besoins de nos utilisateurs, et d'avoir du coup des formes urbaines beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus à même de répondre pour le coup aux besoins des acteurs de la ville et de leurs besoins futurs. Troisième pilier, c'est de faire de Paris et de conserver son caractère de laboratoire permanent d'expérimentation. Donc ça, c'est quelque chose que désormais on fait en permanence, c'est au fond, nos services publics et notre espace public est un espace de test pour les entreprises. Et donc ça leur permet de tester que leurs produits, leurs services répondent bien aux besoins des habitants. Donc typiquement, on a
On a expérimenté les couches lavables dans nos crèches, dans certaines crèches. On a vu que ça posait tout un tas de problèmes d'organisation, ce qui a permis à la société d'ajuster son dispositif. On a fait, avant de lancer par exemple la procédure d'achat des abribus, on avait lancé une phase d'expérimentation sur l'espace public de nouveaux mobiliers urbains, ce qui nous a permis d'identifier les grandes tendances et les nouveaux besoins en matière d'espace public. Enfin voilà, donc l'idée c'est de, en permanence, tester des nouvelles choses sur notre territoire. Bon, je vous me poser des questions. Voilà. Et donc, évidemment, toute la question après, c'est comment, eh bien, avec tous ces outils, parce que l'administration ne fait pas tout, eh bien, on arrive à vraiment diffuser dans l'ensemble du territoire. Alors, l'idée, c'est aussi que, ce qu'on espère, c'est que les acteurs, notamment privés, prendront le relais. Donc, on peut l'observer. Donc, on a un assez bel exemple, par exemple, de la politique d'incubateur qu'on a un peu lancée. C'est-à-dire que c'était des produits immobiliers qui n'existaient pas du tout sur le marché il y a une dizaine d'années, en tout cas en France. Aux États-Unis, oui, mais pas en France. Et aujourd'hui, on observe qu'il y a un développement massif d'incubateurs, de coworking à Paris, sans absolument aucune aide publique. Donc l'idée, c'est vrai qu'on espère démultiplier en s'appuyant sur ensuite des bonnes pratiques et je dirais un développement par le secteur privé. L'autre chose, c'est passer à l'échelle en incluant l'ensemble du territoire dans cette dynamique. Donc on a une politique très forte de développement du territoire qu'on appelle l'arc de l'innovation, qui est le territoire qui est en bordure de Paris, qui est autour du périphérique, qui a longtemps été pensé comme le bout de la ville, le bord. C'était le bord pour nous et c'était le bord pour les communes de l'autre côté du périph'. Donc c'est pas des endroits très... où on avait beaucoup de logements sociaux, pas d'entreprises. Donc il y a l'idée que ce territoire doit être aussi inclus dans la dynamique globale de Paris, que par ailleurs c'est la bordure, mais c'est aussi le lien avec le reste de nos voisins. Et au fond c'est assez joli parce que c'est l'endroit où il reste les dernières possibilités de développement et que donc finalement que le cœur de la métropole, eh ben, c'est le bord et que c'est vers là que voilà, se fait l'avenir de Paris avec sa métropole. Les autres choses, c'est aussi accompagner la transition donc, du secteur privé vers plus de durabilité, plus de recyclage. Donc, nous, on pense vraiment qu'il faut changer de paradigme, de mode de consommation, de mode de production. Et donc, on a une politique forte de soutien à tout ça. Et aussi d'accompagnement de nos citoyens dans à la fois pour leur éducation, leur donner au fond les outils de pouvoir réaliser leurs projets. Donc on a créé un certain nombre d'espaces où ils peuvent se rencontrer, être formés et donc construire, nous aider à relever les défis de la ville de demain. Alors, conclusion, le Paris de demain, donc je dirais qu'on a on a mis en place tous ces outils. Aujourd'hui, je pense qu'on est face à un rétrécissement du temps, c'est-à-dire qu'au cours des 10 prochaines années, il va falloir vraiment changer radicalement de paradigme de fonctionnement de la ville. Ça veut dire changer les habitudes de mobilité, changer les habitudes de consommation, changer les modes de production, et changer aussi peut-être la façon dont on fonctionne en termes de lien social. Et donc on voit bien que ce qui est difficile dans tout ça, c'est qu'il va falloir aller très vite quand même si on veut relever ces défis. Donc comme je dirais en conclusion, peut-être il va falloir qu'on se rappelle nos temps révolutionnaires et notre héritage. Et peut-être c'est ça qui va nous aider à faire cette mutation plus rapide que les autres et en tout cas devenir la ville qui montre qu'on a réussi à le faire. Mais ce n'est pas gagné. Voilà, j'en finis là. Merci. Alors comme pour tout à l'heure, vous aviez la possibilité de poser des questions. Il y en a déjà qui s'affichent. Comment penser un Paris durable, attractif et inclusif sans le penser aussi à l'échelle de la grande région urbaine francilienne ? Vous en avez un petit peu parlé, mais c'est pas possible.
Non mais voilà, je pense, enfin, évidemment, bon, c'est ce qui a été évoqué en début de conférence. Bon, moi, je travaille, enfin, c'est un peu l'absurdité des limites administratives. Voilà, évidemment, les problèmes d'emploi, les problèmes d'habitat, les problèmes sociaux, ils sont à l'échelle de la métropole. Moi, j'ai coutume de dire que l'économie parisienne n'existe pas, enfin, au sens Paris administratif. Donc voilà, je suis d'accord avec vous. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut dans le contexte administratif tel qu'il est. On vous demande de préciser justement ce que vous entendez par soutien de la production industrielle à l'échelle de Paris. Alors donc il y a tout un mouvement qui est donc pendant longtemps on a pensé que la production elle se ferait ailleurs, elle se ferait même très très loin, et aujourd'hui il y a tout un mouvement qui est de dire il faut relocaliser de la production, et y compris de la production, y compris en milieu urbain dense, c'est-à-dire avec des nouvelles unités de production qui permettent de raccourcir les chaînes de transport, etc. C'est-à-dire qu'on vous produit votre chaussure sur place à façon, quoi. Voilà. Donc on essaye d'accompagner ce retour de la production et de l'industrie en ville dans des modes qui sont totalement réinventés, notamment avec les systèmes d'impression 3D. Voilà. Et est-ce que la ville de demain passe par un encouragement de la densification de la métropole ? Alors je dirais ça dépend où. Donc nous à Paris on continue, on a beaucoup densifié, on a beaucoup continué en fait à densifier malgré tout. On sent bien qu'aujourd'hui, enfin, il y a quand même une saturation de la population pour la densification dans Paris. Après, à l'échelle métropolitaine, il y a évidemment des endroits qui méritent d'être densifiés. Enfin, bon, moi antérieurement, j'ai travaillé pour le département de l'Essonne. Voilà, il y a des endroits où on peut densifier, en petite couronne également. Donc, la ville durable, c'est aussi une ville dense. Parce que bon, je ne vous fais pas le mitage. Surtout si on se dit que demain, l'avenir, c'est quand même un monde sans voiture. Ça veut dire qu'il faudra bien densifier autour des grands nœuds de transport. Voilà. Vous avez fini votre présentation sur le thème fort de changer, en appelant même un rappel du passé révolutionnaire de Paris. Il y a des élections dans quelques mois. On sait bien que les thématiques dont vous avez pu parler, notamment de mobilité, sont clivantes. Comment on travaille à l'acceptabilité? Vous avez parlé des groupes de travail, des choses que vous faisiez pour inclure les Parisiens. Visiblement, on le voit régulièrement dans les sondages, ça ne suffit pas forcément à ce que la population suive tout ce qui se fait. Patrick Boucheron disait tout à l'heure qu'on ne fait pas une ville sans ses habitants ou contre ses habitants. Comment on allie le changement nécessaire d'un point de vue politique eu égard aux grands enjeux dont vous nous avez parlé avec le quotidien des gens et le fait que le changement au quotidien, ce n'est pas facile? Voilà, c'est toute la difficulté. Alors d'abord, bon, il y a quand même, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur la nécessité d'une évolution. Y compris je pense que beaucoup de citoyens. Alors on entend aussi beaucoup ceux qui râlent, c'est-à-dire que quand il y a eu au moment de la fermeture des berges de Seine à la voiture, il y a eu des réactions, mais aujourd'hui, on n'imagine absolument pas de réouvrir ces berges à la circulation. Donc, je pense d'abord qu'il y a des exemples qui montrent que c'est quand même une amélioration pour la qualité de vie. Après, évidemment, c'est un accompagnement des citoyens d'une conscience collective qui passe par plein de choses, qui passe par nous, je dirais, nous en tant que politique, en tant qu'institution, et aussi évidemment les universitaires. Tout le monde joue son rôle là-dedans. Ce qu'on peut dire quand même, je pense qu'il y a quand même une conscience qu'il va falloir faire des changements importants, puisque beaucoup, y compris, on peut voir les différents candidats qui font des propositions, notamment sur l'évolution du périphérique. Tout le monde dit qu'il va falloir réduire la vitesse du périphérique, en faire quelque chose de beaucoup plus urbain. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même des choses qui sont heureusement en ligne de mire. Après, il faut travailler avec les citoyens. Moi, je suis d'accord, c'est la seule façon de faire de toute façon, sinon on peut pas avancer. Vous avez évoqué dans votre présentation le fait que beaucoup de choses venues de Paris irriguaient le monde. On vous pose la question, est-ce qu'à l'inverse, il y a des villes qui vous inspirent pour répondre à tous les défis qui s'ouvrent ?
Oui, la ville de Paris, nous sommes dans un réseau de villes innovantes et donc sur différents sujets, on travaille au niveau européen sur différentes thématiques, avec Barcelone, avec Amsterdam, Berlin, Lisbonne, on a des échanges. Rares sont celles qui ont la densité qu'a Paris, quand même, là-dessus, en tout cas le Paris administratif, il est vraiment ultra dense, donc on a des problématiques d'échelle qui sont assez différentes malgré tout. Mais oui, bien sûr, en tout cas, on s'inspire de tout ce qui peut être fait ailleurs. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Il y a une dernière question pour vous et on en finira là. Après je vous libère et je libère toute la salle pour une pause. Pour changer les modes de mobilité, est-ce que vous pensez qu'il faut imposer les choses par une régulation, notamment la suppression de la voiture dans Paris à plus courte échéance ? Il y a des choses de prévues déjà pour un certain type de véhicule. Bon, je réponds à titre absolument personnel. Voilà. Donc moi, c'est toujours un mélange des deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de villes qui ont en effet sanctuarisé leur centre-ville. Moi, j'ai toujours l'exemple de la cigarette. Quand on a fait la réglementation pour interdire la cigarette dans l'espace public, dans les lieux publics, tout le monde a dit c'est absolument impossible, dans les trains ça se fera jamais, et puis ça a finalement été bien accepté, donc pourquoi pas pour les transports. Voilà. Merci beaucoup. Vous intervenez également à la séquence sur la ville durable tout à l'heure, donc vous aurez l'occasion de poser d'autres questions. Merci beaucoup pour cette première partie, le temps de la pause.